Bienvenue dans 1001 vasectomies. On parle cette semaine des 7 jours les plus importants pour votre pénis et vos testicules. On évoquait la semaine dernière les 2 premiers jours qui suivent une vasectomie. La période de grâce, comme vous l'appelez, Dr Hupertan, bonjour. Bonjour Cyril. Période de grâce où généralement il ne se passe pas grand-chose. Les patients sont même étonnés d'à quel point ils vont bien et à quel point ils ont peu de douleur. Sauf quand y a une douleur et dans ce cas-là, c'est souvent assez grave. On vous invite à écouter cet épisode si jamais ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore écouté. On parle aujourd'hui de la période libre. Alors, période libre, je crois que ça va du 3e jour après la vasectomie jusqu'au 7e jour, donc 4 jours durant lesquels il peut se passer, là pour le coup, vraiment plein de choses. Oui, c'est une continuité de la première partie. Et le danger, c'est le sentiment d'invincibilité des gens. Invincibilité, c'est-à-dire ça s'est bien passé ces 2 premiers jours, il va rien m'arriver. Ce qu'on appelle le syndrome de l'Avenger des temps modernes. L'homme qui a fait tout, qui n'a peur de rien, il avait mal, mais finalement il n'a pas eu mal, il est trop costaud, il est trop confiant. Je suis tellement fort que moi je ne ressens pas la douleur. Voilà, le majeur, le Avenger, etc. Et du coup on pense que tous ces consignes répétées, réécrites, d'ailleurs selon les sources, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que je peux m'affranchir, peut-être que je peux récupérer, peut-être que il faut vérifier avant. 7 jours, je vais pas attendre 7 jours sans éjaculer, on peut faire avant. J'ai une compétition de CrossFit prochainement, je m'entraîne. Bref, tous ces petits détails. Et le piège, parce que la période de grâce est un piège. Parce qu'on pense que si on est sorti dans les 48 heures, c'est que tout est cicatrisé, donc je le prends. Bien sûr. Tout va bien. Je peux reprendre une vie normale. Et c'est ça le danger. Et pas mal des hommes vont tomber dans ce piège. Donc, alors que les consignes sont de mise, adapter l'activité, repos, jockstrap, éviter le sport, aucune éjaculation avant le 5e, 6e, voire idéalement 7e jour, après une intervention. Car si dans la plupart des cas ça se passe bien, on a même quelques contre-exemples. Une compétition de CrossFit 3 jours après. Un combat de MMA 5 jours après la vasectomie. Donc, c'était déjà prévu avant la vasectomie, mais je l'ai appris juste après que finalement, les choses n'étaient pas préparées comme je l'avais conseillé. Bien sûr, heureusement, cela s'est bien passé. Mais heureusement. Néanmoins, c'est des contre-exemples à ne pas suivre parce que ça peut arriver aussi le contraire. J'ai eu l'hématome après chute à vélo, j'ai eu le footing trop tôt avec des douleurs, une éjaculation trop rapide avec le fameux granulome dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc vous voyez, il faut toujours être à l'écoute du corps et ce n'est pas assez 48 heures de repos. Qu'est-ce qu'on observe ? Bien sûr, dans la plupart des cas, tout va bien. Donc heureusement, mais c'est pas pour autant, il faut continuer. Le repos, jockstrap, et si besoin, cryothérapie d'aide, c'est un réflexe. S'il y a une petite douleur, une petite gêne, il faut pas sauter sur la pharmacie. C'est pas le Liprane, mais c'est plutôt au congèle. Plutôt au congèle, prendre un petit sachet, c'est bien plus efficace. Faut vraiment que ce soit le réflexe numéro 1. C'est pas j'ai un peu mal, je prends Doliprane comme on est très nombreux à le faire. C'est le réflexe par défaut dans ce type de chirurgie, comme d'ailleurs les sportifs le savent. Ce qu'il faut faire en premier si on veut récupérer rapidement après un accident. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe ? On observe déjà les fameuses ecchymoses. C'est quoi l'ecchymose ? Vous savez, ces taches bleues, violacées, marron. En fait, c'est un saignement ancien. Ça ne saigne plus, mais c'est en profondeur. Comme s'imagine une prise de sang, et le sang va mettre 3 à 4 jours de remonter en surface. Le paradoxe, c'est que c'est impressionnant visuellement. Ça remonte, c'est au niveau du scrotum, ça remonte au niveau du pénis, mais ça ne fait pas mal. Il y a cette inquiétude. Qu'est-ce qui se passe ? Ça saigne. C'est juste visuel, en fait. C'est juste visuel. Donc, c'est classique. C'est un grand standard. On peut avoir aussi des hématomes. Pas comme les gros hématomes qu'on peut voir tout de suite, mais c'est des hématomes modérés qui apparaissent au bout de rarement 2, mais 3-4 jours. Ça va descendre au long du cordon, ils vont se bloquer au niveau d'un testicule. Donc on voit un testicule qui a doublé de volume, c'est rouge, c'est douloureux, ce n'est pas une infection, voilà, mais c'est un hématome. Dans ces cas-là, consigne de repos,
Pas besoin d'antidouleur parce qu'il n'y a pas d'infection, mais c'est le repos. Donc, c'est l'hématome. Donc, la séparation, on l'a déjà fait dans un autre podcast. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On a publié un podcast, je crois que c'était en juin, en juillet, sur ecchymose, hématome. Quelle est la différence? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a deux noms? Est-ce que c'est deux choses différentes ou pas? On répond à toutes ces questions dans un épisode. Et une complication rare, mais ça peut être gravissime, c'est un abcès. Alors l'abcès, je crois qu'on n'en a jamais trop parlé dans ce On podcast. n'a jamais parlé. Alors, encore une fois, de mon expérience, je n'ai jamais rencontré, mais je vous ai montré ces images qu'on a partagées lors d'une conférence mondiale avec mes amis américains et canadiens de la World Vasectomy Day. J'en fais encore des cauchemars. Voilà, donc on a parlé. Voilà, il y a un intervalle libre de minimum 48 heures, donc ça n'arrive pas forcément le lendemain, donc c'est 2, 3, 4 jours. Hein, ça gonfle, ça devient rouge, il peut y avoir de la fièvre, c'est très très douloureux, c'est sous tension, c'est très douloureux, ça fluctue. L'abcès, c'est quoi? C'est une infection? C'est une infection avec du pus. Donc D'accord. on a une poche de pus qui va se former, très souvent pas loin du niveau de la cicatrice, c'est en dessous de la peau, et lorsqu'on appuie, il y a même du pus qui sort. Donc c'est quoi? C'est des bactéries qui prolifèrent, Le scrotum, il est colonisé par une bactérie qui y habite. C'est un staphylocoque epidermidis. Ne pas confondre avec le staphylocoque aureus. Vous savez, c'est lui. Exactement. Le doré, c'est lui dont on parle dans les infections nosocomiales. C'est une bactérie qui est opportuniste, qui est commensale, qui habite au niveau de la peau, notamment dans les follicules pileux, d'où conseil de bétadine. Le matin, conseil de d'épilation. Pourquoi? Parce que il se loge au niveau des racines, des follicules pileux, des poils pubiens et scrotaux. Et donc, ils peuvent créer une infection. Et en cas d'infection, en cas d'abcès, il faut faire un drainage. Il faut aller se faire examiner, traitement, antibiotiques, chirurgie, classique de l'hématome. Ça cicatrise, ça évolue bien, mais ça va être encore plus long que... Voilà. Donc, et à ne pas confondre, on a déjà parlé dans un autre podcast par rapport à ce qu'on appelle l'écoulement blanchâtre au niveau de la cicatrice. Parce que parfois, docteur, est-ce que j'ai du pus? Lorsque on ferme la peau avec un fil résorbable, le fil blanc, sa résorption peut créer une espèce d'écoulement mini, c'est quasiment 1 à 2 gouttes, pas grand-chose. Donc, on n'est pas dans le vrai abcès. C'est un petit écoulement. C'est pas un abcès, c'est pas une infection, pas besoin ni de drainage ni d'antibiotiques, juste nettoyer correctement. Nettoyer avec de l'eau savonneuse? L'eau et du savon, c'est largement suffisant, quoi. Là où l'abcès, lui, il fait vraiment très mal. Cet écoulement, il provoque pas de douleur particulière. Exactement, docteur. Ça colle. Parfois, ça peut coller au niveau du caleçon. Ça inquiète, mais ça laisse des traces éventuellement. Absolument. Des taches, mais c'est pas douloureux. Exactement, voilà. Une autre complication qu'on peut voir, c'est l'infection de l'épididyme. C'est l'épidémite congestive. C'est l'épididyme, c'est une douleur au niveau d'un testicule. L'examen est clinique, donc il faut que les chirurgiens vous examinent. Généralement, les gens appellent, nous contactent, on les convoque. Et dans ces cas-là, en cas d'épididymite, il y a un traitement antibiotique. C'est pas les mêmes bactéries, c'est une bactérie différente, donc on traite avec un traitement antibiotique adapté. C'est de cette manière, encore une fois. Pour l'instant, je touche du bois, mais je n'ai pas rencontré des épidémies congestives, même si on sait que ça existe. Ça fait partie du cortège d'évolution habituelle après une vasectomie. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais qui n'arrivent pas si souvent, puisque vous, en 1300 vasectomies, vous ne les avez jamais rencontrées. Parce que j'ai appris qu'il faut prévoir, qu'il faut anticiper, qu'il y a des consignes à respecter. Et ceux qui considèrent que mon protocole paraît trop lourd, beaucoup plus lourd qu'une vasectomie. Pourquoi faire une vasectomie sans scalpel avec un protocole si lourd? C'est pour toutes ces raisons, c'est pour éviter toutes ces complications. Tout a un prix et ne pas avoir complication, une évolution favorable, ça implique la connaissance et l'application avec beaucoup de rigueur de toutes ces mesures que l'on conseille en préopératoire. D'autres complications possibles? Et puis on a l'éjaculation de test pour vérifier que ça fonctionne. Docteur, on sait que l'éjaculation trop rapide peut favoriser ces granulomes, on a encore parlé à ce micro, ces douleurs au niveau du canal qui a été sectionné, qui va favoriser une espèce de bourgeon charnu avec des douleurs. Et ça nous amène généralement des douleurs qui apparaissent à la fin de l'intervalle, voire plutôt dans le fameux syndrome du 7e jour. Et dont on reparlera un peu plus tard. Voilà. Donc, attention aux super-héros, attention aux Avengers, il y a des consignes, méfiez-vous de l'absence des douleurs,
soyez à l'écoute du corps, ne pas répondre au sport trop rapidement et qu'en cas de question d'évolution inhabituelle, il faut pouvoir être en mesure de contacter le chirurgien. Bon, est-ce qu'il y a quand même des cas, des situations dans lesquelles la semaine, en tout cas de ce 3e à ce 7e jour, il ne se passe rien, tout va bien, le patient n'a pas mal, tout va bien dans le meilleur des mondes? Je dirais 90 à 95% des cas. C'est quand même très rassurant. C'est rassurant, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas méconnaître les 5% des cas des gens. Voilà, c'est pour ça. Ce podcast, il est fait pour ça, pour dire aux gens, dire aux patients, organiser et préparer votre vasectomie. Bon. 90 à 95% de cas pour lesquels ce 3e à ce 7e jour se passe très bien. Quelques complications possibles, quelques complications qui existent mais que vous n'avez jamais rencontrées. Et dans tous les cas, si on a un doute, un questionnement, une interrogation sur ce qu'on constate, sur ce qu'on ressent, eh bien on appelle son chirurgien. Ce qu'il faut, il faut pouvoir être en lien avec l'équipe. D'ailleurs, ça devait être le cas pour toutes les interventions. En cas de complications septiques, douloureuses, hématomes après une chirurgie, c'est les complications classiques. Il faut être en mesure de contacter non pas les urgences, mais l'équipe responsable et si possible le chirurgien pour avoir les consignes, les prises en charge adaptées le plus rapidement possible. Bon, vous l'avez évoqué d'un mot. Dans le prochain épisode, on va parler du syndrome du 7e jour. On avait déjà consacré un épisode là-dessus, on va y revenir parce que c'est très intéressant. Dans quelques jours, vous allez du coup découvrir ce que c'est ce syndrome du 7e jour, comment est-ce qu'il se manifeste, comment il se traite. J'ai hâte d'y être, Dr Rupertan. J'espère que j'ai pas fait peur aux candidats sur la vasectomie. L'objectif, justement, que ça passe, qu'on dit, que ce soit un non-événement comme une lettre à la poste. Mais ça implique un prix à payer et le prix à payer, c'est suivre les consignes. Et je pense que tout le monde se rend compte que quand on se fait opérer, peu importe quelle opération chirurgicale c'est, il y a forcément des choses auxquelles il faut être vigilant et potentiellement des conséquences. Mais en tout cas, si on ne le sait pas, on s'en rend compte avec ce podcast. Merci beaucoup, Dr Rupertan. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 1001 vasectomies. D'ici là, on reste en contact sur vos réseaux sociaux. On vous trouve un peu partout, Instagram, Facebook, YouTube. Et puis vos autres podcasts également, Prostate Minute et Encyclopénis. Oui, tout à fait. Trois podcasts avec 3 cibles différentes, uniquement pour l'éducation à la santé masculine. Merci beaucoup et à dans une semaine.